En attendant l'ouverture du musée de l'archerie du Valois à Crépy-en-Valois, nous avons décidé de vous offrir un petit moment d'évasion et de détente en vous faisant la lecture de contes et légendes où l'arc tient une place importante. Installez-vous confortablement, nous allons faire un bond dans le temps et dans l'espace pour se rendre dans la Grèce antique. Je vais en effet vous raconter un des 12 travaux d'Héraclès, ou Hercule chez les Romains, où son habileté au tir à l'arc est déterminante. Il s'agit de l'histoire des oiseaux du lac Stymphale, aussi connus sous le nom d'oiseaux de fer. Réussir à vaincre un lion invulnérable aux flèches, une hydre dont les 9 têtes repoussent dès qu'elles sont tranchées, courser un sanglier furieux ou une biche aux cornes d'or et aux sabots d'airain, et il faut être au moins fils d'un dieu pour accomplir tous ces exploits. C'était le cas du célèbre Héraclès. Longtemps, sa mère Alcmène essaya de mettre au monde un héritier. Mais la nature semblait hostile à cette idée. Un jour pourtant, Zeus, le dieu des dieux, résolut d'engendrer un fils mortel dont le destin serait de protéger tant les dieux que les hommes. Il choisit pour porter cet enfant unique la belle Alcmène, et, profitant de l'absence de son époux Amphitryon, parti en guerre, il la posséda. Devant tout l'Olympe, Zeus proclama alors solennellement que le descendant de Persée qui allait naître, Alcmène était l'arrière-petite-fille de cette figure légendaire, serait le dominateur de la Grèce. Mais une personne semblait ne pas l'entendre de cette oreille. Héra, la femme de Zeus, eut vite fait de comprendre que l'enfant à venir était le fruit d'une infidélité de son époux. Enflammée de jalousie, la déesse s'empressa d'imaginer la parade à cette nouvelle humiliation. Elle partit sur-le-champ à Argos, où elle appela sa fille Ilithyie, spécialiste des accouchements. « Je refuse d'être à nouveau l'objet de sarcasmes sur l'Olympe, dit-elle à Ilithyie, et tu vas m'aider. Ton père a encore fait des siennes, et je veux contrecarrer ses projets. » Sur ce, elle enjoignit à sa fille d'avancer l'accouchement de la femme de Sténélos, lui-même descendant de Persée, pendant qu'elle retarderait celui d'Alcmène. De la sorte, ce fut Eurysthée, fils de Sténélos, qui bénéficia des dispositions de Zeus. Héra, quant à elle, non contente d'avoir soustrait à Héraclès le pouvoir que le dieu des dieux lui destinait, s'efforça de rendre la vie du héros infernale. Les persécutions commencèrent dès la naissance de l'enfant, par l'envoi de 2 énormes serpents surgissant pendant la nuit devant son berceau. Mais dans sa rage aveugle, Héra semblait avoir oublié que le nourrisson était le fils de Zeus. Et ce fut verte de rage qu'elle assista à l'extraordinaire scène qui s'ensuivit. Alcide, il ne portait pas encore le nom d'Héraclès, se saisit des serpents et, impavide, les étouffa avant de se rendormir tranquillement en suçant son pouce. Toute sa vie durant, le héros allait devoir subir la colère de la déesse. Sans aucune pitié, elle le soumit aux pires épreuves, allant jusqu'à le rendre fou, le poussant ainsi à tuer sa propre femme et ses enfants. Cette série de crimes obligea le malheureux à quitter le pays. Il se rendit à Delphes pour consulter l'oracle. C'est alors que celui-ci lui donna le nom d'Héraclès, gloire d'Héra, et l'enjoignit d'aller servir son cousin Eurysthée, roi d'Argos. À l'affût, Héra se précipita chez ce dernier et lui ordonna d'imposer au héros les travaux les plus pénibles, espérant qu'Héraclès finirait par succomber en les accomplissant. Mais la ruse, l'habileté et le courage du fils de Zeus eurent raison de ses premières épreuves. Il tua le terrible lion, frère du célèbre sphinx de Thèbes, l'hydre à 9 têtes, au souffle pestilentiel, pourchassa le sanglier d'Érémanthe et ramena une biche de la déesse d'Artémis. À chaque succès, Eurysthée tremblait de peur. La colère de la déesse finirait par lui coûter cher. Pour
Pourtant, chaque jour, il imaginait les pires épreuves, Mais Zeus lui-même n'aurait pu accomplir cette tâche. marmonnait-il dans sa barbe. Mais il semblait bien qu'Héraclès ne craignait rien, ni personne. Le lendemain d'une journée particulièrement éprouvante pour le héros, il venait de courser la biche au sabot d'airain, Eurysthée le convoqua pour lui infliger une nouvelle épreuve. La dernière, espérait-il, On m'a fait parvenir un message d'Arcadie. déclara le roi. Une terrible nuisance dévaste la région, et on me somme d'y aller combattre. Mon devoir, naturellement, me retient ici. Alors, j'ai décidé de t'y envoyer. Va, et ne reviens qu'après avoir débarrassé la région de ce fléau. Mais de quel fléau pouvait donc bien parler Eurysthée? Héraclès haussa les épaules. Il finirait bien par trouver ce dont il s'agissait. Et il eut vite fait de deviner. Au fur et à mesure que ses pas le conduisaient vers l'Arcadie, le paysage se faisait plus sombre. Les gens fuyaient à l'approche de cet étranger au physique impressionnant. Il y eut tout de même un berger pour expliquer à Héraclès le fin mot de l'histoire. Notre région est maudite. Expliqua-t-il. Pour une raison connue des dieux seuls, les marais de Stymphale sont infestés. Héraclès sourit intérieurement. Allait-il combattre des moustiques? Mais il déchanta vite en entendant le brave homme poursuivre son récit. Un jour, ils sont arrivés d'on ne sait où. Ils portaient sur eux la cruauté, et leur seule vue effrayait les plus braves. C'étaient des oiseaux terribles, aux ailes, aux becs et aux serres de fer. Ah, cela n'aurait été que pittoresque s'ils ne se nourrissaient pas en sus de chair humaine. Et le berger continua son récit, décrivant au héros le carnage quotidien des oiseaux. Sont-ils donc invincibles? Questionna Héraclès. Certes non, Répondit l'homme. mais ils sont si nombreux que lorsqu'ils prennent leur volée, la clarté du soleil en est obscurcie. Alors, en tuer un ne sert pas à grand-chose, les autres se précipitent sur vous et vous dévorent en un rien de temps. Héraclès décida d'aller observer le phénomène de plus près. La force ne me semble pas être la bonne solution, pensa-t-il. Il va falloir trouver une ruse. Plusieurs jours durant, il scruta le vol des oiseaux. Le brave berger n'avait pas menti. L'aspect des bestioles était terrifiant. Mais le plus effrayant était certainement leur puissance de groupe. Jamais ils ne se séparaient, et c'est ce qui les rendait si redoutables. Tout à coup, la lumière se fit dans la tête d'Héraclès. S'il ne pouvait les vaincre en groupe, il les terrasserait séparément. Il se rendit alors à la forge du village où il ordonna qu'on lui procure de l'airain. Puis, aidé par le forgeron, il se mit à fabriquer d'étranges armes. 2 cymbales immenses et si lourdes que seul le fils de Zeus pouvait les soulever et s'en servir. Muni de cet instrument, Héraclès s'approcha des marais où les oiseaux se repaissaient de leur repas quotidien. L'arc et les flèches à portée de main, le héros se saisit alors des 2 cymbales. Puis, il les frappa l'une contre l'autre avec une telle force que Zeus lui-même en fut assourdi. Épouvantés par ce fracas extraordinaire, les oiseaux se dispersèrent dans tous les sens. Alors, Héraclès s'empara de son arc, et, avec une rapidité et une adresse dignes d'Artémis elle-même, il décocha ses flèches une à une. À chaque coup, un oiseau tombait mort. Avant même que les rapaces aient l'idée de faire front ensemble à leurs chasseurs, le héros les avait tous tués, sans exception. À la place des corps des pauvres Arcadiens, gisaient désormais ceux des oiseaux, dont les parties en fer brillaient au soleil qu'ils ne cacheraient plus. Héraclès contempla le champ de bataille. Encore une fois, sa ruse avait eu raison des pièges tendus par Héra. Mais en serait-il toujours ainsi? Las, le héros repartit en direction du palais d'Eurysthée. Il savait que le monarque lui aurait encore concocté une autre épreuve, et nul doute qu'il n'aurait pas manqué d'idées. Héra l'aurait pour sûr bien inspiré. Mais cela, c'est une autre histoire.